parler d'un enfant particulier qui s'appelle Thiago. Donc Thiago a 8 ans et demi. Il est scolarisé en Ulysse École. Il bénéficie d'une AVS, ce qui n'est pas toujours possible lorsque l'enfant est placé en classe Ulysse. Mais pour cette situation, Thiago bénéficie donc d'une AVS pour une grande partie de la journée. Donc, les parents de Thiago ont demandé une admission au CESAD dysphasie, mais en fait, il s'avère que sa situation dépasse les missions du CESAD. Et puis, par ailleurs, les parents de Thiago ont mis en place orthophonie, ergothérapie, orthopsie en libéral, puisque, bien sûr, dans le dispositif de l'école, toutes ces prises en charge ne peuvent pas être assurées. Alors, en quoi sa situation relève des missions du centre ressources? Donc, il nous a été adressé pour une aide au diagnostic et à l'orientation. Hein, donc, bien sûr, ça passe par une évaluation de ses besoins. Nous avons reçu un dossier avec un diagnostic de dysphasie avec dyspraxie qui avait été effectué en Argentine, où cet enfant a vécu jusqu'à l'âge de 3 ans. Sa maman est originaire d'Argentine, son papa est franco-espagnol. Et puis, pour cet enfant, donc, il n'y avait pas de solution d'accompagnement au-delà de l'école, c'est-à-dire qu'on prévoit que l'école ne va pas pouvoir l'accueillir très longtemps. Et donc, l'école est en limite d'accompagnement concernant les adaptations qu'il faut faire. Donc, la question de l'orientation se pose effectivement très rapidement pour Thiago, bien qu'il n'ait que 8 ans et demi. Et bien sûr, cela suppose pour nous l'évaluation de ses besoins en termes d'accompagnement. Alors, comment nous avons travaillé au centre ressources? Donc, comme toujours, nous avons recueilli le dossier médical, pédagogique et rééducatif de cet enfant. À travers ce dossier, nous avons fait un travail de reconstitution de l'histoire, surtout que donc, cet enfant a vécu une partie en Argentine et puis ensuite est arrivé en France. Donc il y avait vraiment à reconstituer son histoire médicale et bien sûr, ce qui nous intéressait particulièrement, c'est son handicap au niveau du langage, mais bien au-delà, bien sûr. Les analyses et les hypothèses diagnostiques que nous avons pu faire à travers ce dossier, c'est-à-dire que nous recevons toujours un dossier sur lequel nous commençons à réfléchir. Et puis ensuite, nous avons proposé une observation dans ces lieux de vie habituels. C'était en octobre dernier et nous procédons toujours en observant l'enfant dans différents lieux, en orthophonie en libéral, à l'école, en classe et surtout dans la cour. Donc je reviens sur ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous contenter d'observer l'enfant en situation de groupe de langage ou calcul ou autre. Ce que nous voyons dans la cour de l'école est tout aussi important pour nous. Et dans le cas de Thiago, c'est déterminant. Et puis, bien sûr, nous avons, comme nous faisons d'habitude, proposé une synthèse avec tous les intervenants, à savoir l'école, et puis les professionnels en libéral. Voilà. Nous avons proposé aussi un accompagnement des professionnels à distance une fois que nous avons vu l'enfant. Donc les hypothèses, il y a eu dans le cheminement du diagnostic de Thiago, il y avait eu un premier diagnostic en Argentine. Les parents étaient retournés en Argentine. C'est un enfant qui ne parlait pas, qui a entendu parler espagnol tout petit, mais qui ne parlait pas en espagnol et qui est arrivé en France donc vers 3 ans et demi, je crois, 3 ans. Et il y a eu donc quand il est arrivé en France, les parents sont retournés en Argentine pour faire des diagnostics. Et là, il y a eu un diagnostic qui était étiqueté, donc il était en espagnol, mais je l'ai fait traduire, dysphasie avec dyspraxie.
Et puis, il y avait eu, bon, je le cite parce qu'il y a une pratique que nous, chez nous, n'est pas courante, de faire une analyse cérébrale de son fonctionnement, un genre d'IRM fonctionnel, et qui montrait, donc, qui a été faite à 6 mois d'intervalle et qui montrait qu'au bout de 6 mois, il y avait une amélioration du flux cérébral qui traduirait une amélioration des fonctions cognitives. Enfin bon, il est arrivé avec un diagnostic, dysphasie, dyspraxie. Et puis, donc, en écho à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, j'ai essayé de rassembler tous les éléments de ce qui avait été dit pour cet enfant. Donc, il était dit aussi depuis l'enfance, tout petit, qu'il était très hypotonique, qu'il avait marché tard, que, voilà. Et il avait eu des bilans orthoptiques qui montraient un trouble de contrôle du regard et un trouble de parole. Pour nous, ça veut dire, donc, si on juxtapose ces éléments et qu'on le met dans l'ensemble de son histoire, hein, déjà un bilinguisme, arrivé en France, et évidemment des difficultés à accéder au français. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une cohérence dans l'ensemble de ces troubles. L'hypotonie, immédiatement, on pense fatigabilité, c'est difficile de tenir son attention quand on est très hypotonique. Fait aussi, ça entraîne un certain nombre de malentendus de la part des professionnels parce qu'on a l'impression que c'est un enfant qui veut pas participer, qui met de la mauvaise volonté, etc. Et puis le trouble neuromoteur, il touche le contrôle du regard, il touche le contrôle de la parole. Et pour moi, c'est un tableau clinique assez cohérent et fréquent dans les populations qu'on voit. Mais ça n'explique pas tout. Et voilà, à toi. Donc, je suis allée l'observer à l'école. Et donc, au-delà de ce qui était évident pour moi, le trouble du langage, puisque effectivement j'avais pris connaissance du dossier, ce qui m'a frappée, en tout premier lieu, c'est sa fatigabilité. Donc, c'est un enfant qui ne pouvait pas se tenir droit sur sa chaise en classe. Pendant la récréation, il avait même besoin de s'allonger sur le banc. Ce qui, effectivement, lui donnait une attitude tout à fait particulière dans la cour de récréation. On est dans une école ordinaire, un enfant qui s'allonge tout son long sur le banc, ça frappe tout de suite, c'est évident. Donc sa posture, c'est un enfant qui alterne une impulsivité importante, avec des moments d'effondrement corporel, comme disait Jeanne, à savoir que c'est un enfant qui peut foncer sur les autres d'un seul coup. Bien sûr, c'est très mal compris par les autres enfants. Ça entraîne des malentendus, ça crée des disputes entre les enfants. C'est Thiago, il a voulu me pousser, Thiago a voulu a foncé sur moi. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, moi, dans la cour de récréation et même dans la classe. C'est un enfant qui a aussi des difficultés à gérer ses émotions, à contrôler ses émotions. Il passe d'une émotion à une autre sans pouvoir bien évidemment mettre des mots dessus, mais aussi sans pouvoir sans qu'on comprenne pourquoi son émotion passe comme ça très rapidement, du rire à une sorte de tristesse. Et voilà, c'était très, très frappant pour moi. Et puis, comme on vient de le dire, des interactions très mal ajustées, donc avec des malentendus. Ce que j'observe aussi, c'est qu'à un moment donné, l'AVS lui propose d'utiliser l'ordinateur dans une salle à part. Et je m'aperçois que cette utilisation de l'ordinateur est très canalisante pour Thiago. Donc, je suis allée le voir dans un second temps, dans la même journée, mais à un autre endroit, donc en orthophonie. Et là, je vois un enfant très, très différent. Une meilleure qualité d'interaction, ce qui est effectivement prévisible dans le cas d'un travail en individuel, mais aussi une attitude corporelle beaucoup plus propice aux échanges. Cet enfant que j'avais vu complètement effondré dans la classe pouvait se tenir droit, bien qu'il n'y ait pas de chaise adaptée. Et puis, voilà, donc il y avait un meilleur contrôle de son tonus musculaire. J'ai pu noter quand même à la fin de ce travail en orthophonie, au bout d'une demi-heure, que l'enfant était totalement épuisé. Mais en tous les cas, il y a eu sa volonté de pouvoir être dans l'échange et son attitude, sa posture montrait cette volonté d'être dans l'échange.
Une volonté aussi de transmettre des informations à son orthophoniste. C'est un enfant qui veut vraiment expliquer tout un tas de choses malgré ses difficultés de langage. Et puis, au cours de cette séance aussi, je vois vraiment une appétence aux apprentissages que j'avais eu plus de mal à voir lors de la séance en classe. Donc, à la suite de cette observation, nous avions préconisé un certain nombre de choses. On va y revenir à travers les vidéos que je vais vous présenter ensuite. Donc, notamment un guidage spatial des activités. On va le voir sur une des vidéos. Une planification de la tâche. Donc avec une priorisation des objectifs à atteindre, c'est-à-dire que lorsque l'enfant doit faire une tâche de lecture, on ne lui demande pas en même temps de découper les étiquettes, comme ce que j'ai pu voir en classe. Une organisation séquentielle de la consigne, puisque, donc ça j'ai oublié de le dire, ce qui paraissait évident aussi, c'est une difficulté très importante sur le plan exécutif de cet enfant, donc associé à son trouble de langage, vraiment des difficultés exécutives prégnantes. Aménager des temps de pause pour Thiago, c'est-à-dire repérer pour lui, parce qu'il n'est pas en mesure de le faire, des moments où il pourra se poser véritablement, même dans la classe, et les moments où il faudra au contraire le ramener sur la tâche. Parce que ce que j'ai pu voir, c'est que son attitude en classe, où il était un peu effondré, ne mobilisait pas en fait de la part de l'enseignante l'idée de le relancer, parce que c'était vraiment compliqué de voir Thiago se mettre au travail tel qu'on pouvait le voir. Et puis, dans le cadre du travail en orthophonie, un travail avec des supports visuels, nous pourrons en parler cet après-midi, avec notamment un travail sur la structure de la langue, au-delà des difficultés d'expression, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion sur la langue que Thiago est en mesure de faire, mais bien sûr que cela suppose des supports visuels adaptés. Alors, je vais vous présenter plusieurs vidéos qui sont très courtes, mais ouais, je veux bien. Donc, normalement. Attends 2 secondes. Oui, je suis trop contente, moi. T'es content? Oui. Ah, pourquoi t'es content? Oui. T'es content? Pourquoi Thiago, t'es content? Pourquoi t'es content? Parce que travailler la lettre. Tu crois que tu vas travailler les lettres avec moi? Oui. Et pourquoi tu penses ça? Oui. Tu te souviens un petit peu? De quoi tu te souviens? Est-ce qu'on se connaissait avant déjà? Oui. D'accord. Est-ce que tu te rappelles où on se connaissait? Où est-ce qu'on s'est connus? C'est pas un piège, Thiago, si tu te rappelles pas. Ah oui, ça te revient. J'étais venue où? Dans la classe. Dans la classe, tu te souviens? Ouais. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait fait? Travailler. Ouais, on avait travaillé. Donc là, c'était 4 mois après. Attends, on va pas mettre, sinon ça part sur l'autre vidéo. C'était 4 mois après mon observation en classe, et Jeanne était venue avec moi au domicile de Thiago filmer cet enfant pour un petit peu proposer différentes tâches et étayer peut-être nos hypothèses aussi. Donc nous voulions voir un petit peu comment il pouvait s'organiser, raisonner, s'exprimer avec des supports adaptés. Et puis, à un certain moment, comme pour cette première vidéo et comme pour la vidéo qui suit, je vais essayer de ne pas lui apporter de support pour voir un petit peu comment il peut se débrouiller. C'est un peu contre nature, mais je l'ai fait. Donc là, je lui propose une tâche éminemment complexe, qui est de se présenter, tout simplement. Alors, je le laisse volontairement donc s'exprimer spontanément et en essayant d'intervenir le moins possible. Et on va aller se présenter. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être? Bonjour. Bonjour, d'accord.
Hello. Hello. Ok. Et en espagnol, comment on dit en espagnol? Hola. Hola. Bon, donc voilà, on se présente. On se dit bonjour et puis qu'est-ce qu'on peut dire encore? Moi je me présente. Tu veux bien? Je commence. Donc je m'appelle Anne. Mon prénom c'est Anne. J'ai même un signe comme ça, Anne. Mon nom c'est Voynet. Je m'appelle Anne Voynet. Et j'habite à Paris. Ouais. Et je suis orthophoniste. Voilà. Déjà, je peux te dire quelque chose en ce qui me concerne. Alors, toi, tu dirais quoi pour te présenter? Alors. Donc, tu t'appelles Thiago. À Paris. Toi, tu habites à Paris? Oui. Tu aimerais peut-être. Mais est-ce que tu habites à Paris? Oui. Non. Pas sûr. Ah, c'est quoi une idée? Avant, je suis à pied à japonais. Non, Thiago. T'habites, j'ai pas tout compris. Ouais. En japonais? T'habites au Japon? Non, à pied Une pièce japonaise, tu veux? Ah oui, oui. Plein. Ah, mais Plein de Tiens, pièces japonaises, tiens. Thiago, là on doit travailler. Après, tu joues avec des pièces Bah, japonaises. Donc, on voit au travers de cette vidéo que Thiago ne peut pas seul organiser son discours. Il ne peut pas dégager et transmettre des éléments pertinents. Il ne trouve pas les mots adéquats. Il ne peut pas suivre le fil de sa pensée. Il ne peut pas avoir accès non plus à la réciprocité. Il reprend à son compte les mots que j'ai utilisés. Donc, je lui ai dit que j'habitais à Paris et lui n'habite pas à Paris du tout. Et on note des diffluences et des persévérations qui le parasitent. Il ne peut plus aller plus loin dans sa présentation alors qu'il a plein d'idées à transmettre, mais il ne peut pas aller plus loin. Et à un moment donné, on entend son papa qui intervient pour le ramener à la tâche demandée. Donc ensuite, j'ai proposé une présentation avec guidage. Donc le même exercice mais avec guidage. Donc, on commence par qui? Par Thiago ou par Anne? Ban. D'accord. Alors, on dit quoi pour Anne? Pour moi, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Donc, À la maison Paris. j'habite à Paris. Nous, Mon nom, c'est on mon nom de famille. Famille. Hein, voilà, peu importe le nom. Après, pas d'animal. j'ai pas d'animal. Et Odile. comme Odile. Exactement. Très bien. Tu as super bien résumé la présentation que j'ai faite. C'est très très bien. Alors maintenant pour toi. On avait dit quoi? On avait parlé de Bijol. Pujol Maciel. Oui, en effet. Donc ça c'est... Paris. Il y a combien de personnes dans la famille? 3. Qu'est-ce que tu as écrit là? 4. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Chapeau. Jouet. Oui. Pistolet. Roulement. Pistolet colle. Avec feu. Avec bleu. Qui était bleu, oui. Domino. Ta. Waf. D'accord. Et ça, tu me l'as dit ça? Roulement. D'accord, tu m'as dit roulement. D'accord. Attends. Et tu as dit quoi encore? Tu as dit quoi? Pas d'animal. Alors, les animaux, t'en as ou t'en as pas? Non. Tu n'as pas d'animal. Il croit. Regarde, je vais marquer et... Attends, si tu veux, moi j'en ai pas, mais toi tu en as. Regarde, j'entoure. Ah oui. Toi tu en as. Thiago, toi tu en as. Moi j'en ai pas, c'est vrai, mais toi tu en as. Donc tu as Soupe-souris. sur Tablette. la tablette, hein, c'est une chauve-souris sur la tablette. Bon. Et Poisson. un poisson, c'est un vrai poisson cette fois ou sur la tablette? Un vrai poisson. Exactement, un poisson qui est dans la maison et qui s'appelle... Tim. Bravo. Très bien. Donc, exercice difficile quand même pour lui, mais donc j'avais proposé effectivement cette fiche, ce support visuel sous forme de fiche, séparée en deux pour montrer à la fois le parallèle entre les deux présentations,
ce que je suis moi et ce qu'il est lui, et puis les différences qu'il existe entre lui et moi. Je valide pour Thiago un certain nombre d'informations au-delà des mots, quelle que soit la forme qu'il utilise pour dire les choses. Je valide, par exemple, lorsqu'il dit Odile. Odile est le prénom de son orthophoniste, et quand il veut dire que je suis orthophoniste, il dit comme Odile. Voilà, donc je valide parce que ce qui est important, c'est ce qu'il veut transmettre. Voilà, donc il prend connaissance de cette fiche avec différents items, l'identité, le lieu d'habitation, la fonction, donc le centre d'intérêt. Et de ce fait-là, il peut accéder à la pensée de l'autre. Il peut voir que moi, par exemple, j'habite à Paris, contrairement à lui, que je n'ai pas d'animaux à la maison, contrairement à lui. Voilà, donc ça, cette fiche lui permet de voir ça et surtout de l'exprimer. Et d'enrichir en fait d'enrichir aussi cette présentation pour la restituer. Il peut en fait, grâce à cette présentation sous forme de fiche, il peut restituer en fait tout ce qu'il a dit précédemment. C'est une sorte de pense-bête qui organise sa pensée et qui soulage en quelque sorte sa mémoire. Voilà, donc la suivante. Donc là, c'est un raisonnement à partir d'une situation de problème, à partir d'un niveau conceptuel que j'ai supposé de Thiago. Surprise, ouais, surprise. Exactement, surprise. Alors, est-ce que tu vois ce que j'ai représenté là? Les éléphants. Et là, est-ce que tu sais ce que j'ai représenté? Dessins. Tu vois, c'est des dessins qui sont faits très vite, mais ce n'est pas des beaux dessins. Mais toi, tu as compris. Donc là, il y a des éléphants. Là, il y a des singes. Et là, il y a le zoo. Qu'est-ce que tu comprends de cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les éléphants et les singes sont à leur place, là? Non. Moi, j'aimerais bien qu'ils retournent dans le zoo. J'aimerais qu'ils retournent dans le zoo. Oui. Alors, on va essayer de compter tous ces animaux Oui. qui vont retourner dans le zoo. Oui. Alors, vas-y, je te laisse faire. Éléphant. Jeanne. Alors, tu comptes tous les animaux qui vont dans le zoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Toi, tu penses qu'il y a 10. Ouais. D'accord. Alors, on refait encore pour voir. Juste essaye, après je vais t'aider un petit peu. Attends, faire. Alors, tu regardes ce que j'ai mis derrière. Plus. Éléphant. Plus. Vache. Égale. D'accord. Les éléphants plus les singes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Les éléphants plus les singes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rentrer le zoo. Ils vont rentrer dans le zoo. Et tout ça, ce sont des... animaux. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut recompter ensemble? Oui. D'accord. Alors, Oh là 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 là. on commence par quoi? Éléphant. Les éléphants. Il y en a combien? 3. Est-ce que tu veux que j'écrive 3 ou est-ce que tu sais écrire 3? Ici, c'est 3. D'accord. On va les écrire là. Et voilà. 3. D'accord. Alors, je t'aide un petit peu. Parce que là, tu as fait quelque chose qui ressemble entre 3 et 5. Alors, je vais écrire vraiment 3. Hein, ce qui compte, c'est que toi, tu as bien compté. Après, la façon dont tu les écris, c'est autre chose. Donc, j'écris 3. D'accord? Là, il y a 3 éléphants. Je les entoure. Voilà, c'est 3 éléphants. Très bien. Jacques et 4. Ah ben, on va les compter. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a combien? 3. 3, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Il y en a combien? 8. Bravo! Bravo!
Donc moi, quand j'ai préparé ce travail pour Thiago, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il pouvait saisir si rapidement les données du problème, sachant que ces pictos, il ne les connaît pas, qu'en plus, volontairement, j'ai réalisé ces pictos de façon extrêmement rapide par souci pédagogique de vous montrer que ce ne sont pas des dessins élaborés. Et puis, je m'aperçois que Thiago saisit totalement le sens de cette situation de problème, malgré ses difficultés de langage. En revanche, on note effectivement des difficultés sur le plan neurovisuel qui l'empêchent de compter correctement. Mais voilà, le guidage lui a permis de compter, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir qu'il pouvait comprendre une situation de problème en dehors d'une consigne purement linguistique. Je ne vais pas vous montrer la dernière vidéo parce que je n'aurai pas le temps, mais... Ouais, bah oui, je pense. Donc la dernière vidéo était une traduction linguistique d'une tâche complexe. Donc c'était... tu peux mettre celle d'après, c'est pas grave. C'était des consignes qui faisaient appel à une réflexion sur le plan de la logique, avec des critères logiques à déterminer. Et en fait, il avait des consignes à faire à partir de ces critères logiques. Et en fait, on s'aperçoit qu'il peut raisonner. C'est un enfant qui peut tout à fait raisonner, mais qui ne peut pas dérouler le fil de sa pensée sous forme de langage. Voilà, ça lui donnait une formulation linéaire et séquentielle de la phrase qu'il pouvait dire à partir de son raisonnement. C'est-à-dire que sur ce travail, Thiago était tout à fait capable de raisonner sur le plan logique, mais il n'était pas capable de retraduire son raisonnement en langage, en phrase. Donc, à la fin, il a pu lire c'est une phrase assez complexe en pictogramme que je lui ai demandé de lire. Et voilà. Donc, il a pu le faire et ça lui a donné aussi la possibilité de rendre visible concrètement le résultat de sa pensée. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ça lui donnait une certaine fierté d'avoir réussi à faire l'exercice en pouvant l'énoncer clairement à la fin. Voilà. Voilà. Ouais. Et puis ça rejoint. Pardon. On en est à ce stade à inventer des réponses. Nous, on a repéré des adaptations. Il y a des professionnels qui sont compétents mais isolés les uns des autres, etc. Comment là appel à l'aide dans la région pour essayer de réunir les compétences autour de cet enfant, trouver des lieux d'accueil parce que l'orientation préconisée c'est l'IME et qu'il y a probablement à faire au point de vue de l'IME où les professionnels ne sont pas formés aux troubles du langage. Pas seulement trouble du langage, puisque la situation est complexe, mais le trouble du langage s'inscrit dans ces difficultés de programmation, de planification, praxique, hypotonie, etc. Donc ces adaptations-là, faut les transmettre. Donc ça peut être notre rôle de le faire auprès de l'équipe qui accueillera Thiago. Les préconisations, il y a à les expliquer aux parents. Donc, on remercie les parents qui ont bien voulu nous accueillir chez eux, qui ne sont pas venus aujourd'hui, qui pensaient venir, et on ira les voir pour leur remontrer le film. Transmettre ces préconisations aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, à toute personne qui sont amenées à interagir avec Thiago dans sa vie et dans ses apprentissages. Et voilà pour dire merci aux parents. Je trouve que la situation de Thiago illustre totalement ce qui a été dit précédemment, à savoir comprendre la complexité de cet enfant et puis pouvoir expliquer aux acteurs locaux comment est-ce qu'on peut l'aider. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu l'affaire de tous, à savoir de comment est-ce qu'un enseignant, une AVS, comment est-ce qu'un éducateur pourra se saisir de ces moyens pour qu'il puisse continuer à évoluer sur le plan de sa pensée, de ses apprentissages et bien sûr de son langage. Voilà.